Super, merci beaucoup. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Donc moi c'est Marine, j'ai 30 ans, je suis franco-espagnole et j'habite à Lisbonne. Donc c'est un sacré mix. Euh, je peux peut-être en dire plus donc, sur mon parcours. Donc j'étais originellement juriste, donc rien à voir. Et c'est notamment grâce à Lyon, donc 6 ans en arrière. C'était une des premières promotions de Lyon à Paris. Et donc, j'avais fait la summer. Et c'est comme ça que j'ai pu connaître tous les métiers, toutes les thématiques liées au growth. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer sur du marketing. Et donc, ensuite, j'ai travaillé pour 3 startups qui m'ont permis du coup de me former, de pouvoir me spécialiser dans certains sujets. Et puis, il y a maintenant 2 ans, 2 ans et demi, j'ai commencé à travailler comme freelance et je travaille actuellement en agence. Euh, Peut-être que tu veux que j'en dise un peu plus sur Ouais, tes mes sujets sujets de de prédilection. prédilection, pourquoi est-ce que le blues t'a attiré et que t'as réussi du coup à te former après? Je pense que c'était la partie, c'était ma curiosité, c'était le fait que c'est un sujet qui est finalement assez vaste, le growth. Il y a tout qui est inclus et en même temps, enfin, il y a pas une seule chose, il y a pas, on n'est pas, je dirais que c'est difficile d'être spécialiste en growth dans le sens où on est spécialiste en curiosité. En gros, c'est un peu ça. C'était la capacité à pouvoir autant travailler sur du référencement naturel que du référencement payant, que sur une newsletter, que sur de la rédaction d'un contenu, etc. Donc, je pense que c'est ça qui m'a plu, c'est le fait que je suis un peu une touche à tout et qu'en fait, le growth, ce soit un peu une espèce de mine d'or où il y a plein de choses qu'on peut faire, tester, apprendre. Et donc, ça correspond à qui je suis aussi à titre personnel. Pluralité des aspects et de connaître un peu de tout. Du coup, trop bien. Oui, Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Euh, Enfin voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta boîte et de tes missions aujourd'hui? oui. Du coup, donc aujourd'hui, je travaille en agence, donc une agence qui s'appelle Come Together, qui est en Suisse. Ils sont spécialistes plutôt du B2B complexe. C'est une équipe qui a vraiment énormément d'expertise. C'est ça qui m'a poussée à vouloir travailler avec eux. C'est globalement une équipe que de seniors. Et donc, l'idée, c'était pouvoir apporter mes compétences, mais surtout et aussi me développer. Et donc, c'est ce que je fais depuis que je suis arrivée chez Come Together. Essentiellement, du coup, mes missions, c'est du paid. Donc, ma spécialité, c'est plutôt Google Ads. Donc, ça fait maintenant plusieurs années que j'en fais. Et voilà, donc le sujet d'aujourd'hui. Mais je travaille après sur plein d'autres plateformes publicitaires. Comme je suis curieuse, évidemment, du coup, je me suis formée à Google Tag Manager, Analytics. En ce moment, je suis aussi en train de me former sur un langage qui s'appelle R. Parce qu'en fait, je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de pouvoir créer des scripts. Voilà, donc voilà. Et aussi la partie SEO qui fait partie des fondamentaux que j'ai acquis dès le début de ma carrière dans le marketing. Donc voilà, je continue à avoir du coup à l'intérieur de l'agence une espèce de pluridisciplinarité et c'est ce que j'aime faire. Ok. Donc tu dirais que le growth a une partie hyper omniprésente et importante dans ton quotidien actuellement? Totalement, ça l'a été depuis toujours. C'est ce qui m'a attiré justement, ce côté pluridisciplinaire. C'est aussi ma manière d'être quand je me suis lancée comme freelance. Donc j'étais freelance Google Ads, on va dire. Et j'y connaissais rien du tout au tracking. C'est plutôt quelque chose généralement euh, pour beaucoup de gens qui fait peur. On a l'impression qu'on va mettre les mains dans le code, dans des choses qu'on Ouais. n'appréhende pas, et puis on se dit les conséquences vont être dingues potentiellement. Et donc moi du coup, bah, j'avais des potentiels clients qui voulaient bosser avec moi, et puis je leur disais ok, bah, il faut d'abord mettre en place le tracking. Je vous laisse voir avec votre développeur ou un développeur. Et puis en fait, je me rendais compte bah, que les clients revenaient pas parce que ils vont pas forcément dépenser ou de l'argent ou ils connaissent pas forcément quelqu'un pour le faire, etc. Et donc du coup, je me suis dit bon bah si je veux pouvoir travailler avec ces clients-là, il va falloir que je me forme au tracking. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me former sur Google Tag Manager Ok. et que du coup bah j'étais en capacité de pouvoir vraiment
le client et pouvoir lui offrir toute une catégorie de services. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, ça s'est étendu sur des compétences aussi, pas spécialistes, mais de UX, UI pour les landing Ok. pages. Donc, du coup, en fait, à mon sens, que ce soit pour Google Ads ou même pour d'autres canaux, je pense que c'est important de rester ouvert, de pouvoir proposer euh, les services les plus larges possibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est super connecté. Donc, il Oui, faut être en capacité, à minima, même si je ne suis pas spécialiste en UX, UI, et que s'il y a une refonte, ce sera probablement pas moi qui vais le faire, mais en tout cas, que je suis en capacité de pouvoir donner des insights. Et je pense que c'est ça l'esprit growth, à mon sens. ok. Et ouais, en fait, autant de solutions pour après adapter aux besoins de ton client. Je suppose avoir une vue très large pour après voir ce qui peut être spécifique pour lui et comment l'aider personnellement. Ok, trop bien. Oui, c'est ça, c'est les capacités à trouver des solutions. On ne sait pas si ça va forcément marcher. C'est sa capacité aussi à dire, OK, on va tester ça. Je ne suis pas 100% sûre. Grâce à mon expertise, j'ai l'intuition que ça pourrait fonctionner. Mais dans le métier, en tout cas, à mon sens, moi, j'affirme jamais rien. Je pense que c'est via du test qu'on est en capacité de prouver ce qu'on peut avoir comme sentiment. Oui, je crois que tu nous reparleras un peu de tests tout à l'heure. Tu me disais à quel point le tester, c'était hyper important pour toi, surtout avec les Google Ads. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir déjà à vraiment la base? Qu'est-ce que c'est qu'une Google Ads? Parce qu'on en voit, on en reçoit beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est fondamentalement? Oui, alors je vais faire vraiment du bas level, vraiment pour commencer dès le début. Donc Google Ads, c'est une plateforme de publicité payante, c'est un des canaux d'acquisition payants. Euh, Globalement, on a tous au quotidien à faire avec ces Google Ads, puisqu'il suffit qu'on tape sur le moteur de recherche de Google pour se retrouver avec un lien sponsorisé. Donc, c'est les fameux liens qu'on va voir tout en haut, donc avant les résultats organiques. On peut aussi en retrouver en bas de page, sur la première, deuxième, troisième page, etc. Donc, en fait, c'est un peu ça. Prioritairement, ce qu'on a en tête, c'est la capacité de pouvoir se positionner sur des termes de recherche. Donc, c'est globalement ce qu'on va pouvoir faire avec Google Ads. Ok. Et du coup, quelle est la différence entre les autres canaux d'acquisition payants? Alors, la différence, c'est que Google Ads, en tout cas, hein, j'en parlerai après, mais sur la campagne qui est la plus connue, qui est la campagne de search ou de recherche, la différence, c'est l'intentionnalité. La personne tape un mot-clé. Et donc, du coup, elle a l'intention de rechercher sur ce sujet-là en question. Si elle tape robe femme, c'est qu'a priori, elle a besoin ou elle veut s'acheter une robe femme. Versus sur Meta, par exemple, donc Meta qui inclut Facebook, Instagram, là, du coup, ça va être, on n'a pas d'intentionnalité. On a toujours quelque chose qui vient caractériser, qui va être une audience. Donc, on ne va pas non plus montrer notre publicité à n'importe qui. Néanmoins, l'idée, c'est plus, on va créer l'envie, le besoin pour cette personne. Mais il n'y a pas nécessairement une intention. Je n'ai pas forcément besoin de m'acheter un savon écologique. Mais en tout cas, je suis peut-être contente de connaître la marque et peut-être que je vais la considérer, l'acheter. Donc c'est aussi un canal d'acquisition qui permet de faire de l'acquisition. Ça n'empêche pas. Mais en tout cas, le premier, le plus intentionniste reste les campagnes search de Google Ads. Ok. Et du coup, quand est-ce que ça fait sens d'utiliser ces fameuses Google Ads et pas un autre canal? Quand est-ce que ça fait sens Alors, en termes de temporalité, c'est ça? Oui, plutôt. Oui. Alors, ça fait sens globalement, c'est à destination, on va dire, je vais partir du plus large, mais de toutes les entreprises, qu'on soit early stage, qu'on soit en phase de développement ou croissance, que je sois une entreprise B2C, B2B. B2B, c'est plus compliqué, mais il y a aussi des business qui s'y prêtent. Donc, en gros, en fait, ça s'adresse à tout le monde. Il y a évidemment des exceptions qui sont je lance quelque chose qui est complètement innovant ou original et qui induit une terminologie, un mot-clé qui n'a pas du tout, qui n'a pas de recherche. Là, en tout cas, les campagnes de recherche ne vont pas du tout être ce vers quoi se tourner.
D'accord? Donc, il Ok. va falloir quand même réfléchir à est-ce que globalement j'ai une intention, donc un volume, est-ce qu'il y a une demande? C'est ça qu'il va falloir se poser comme question. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être pas le bon canal ou peut-être pas le bon format. Il y a d'autres formats publicitaires sur Google Ads. Peut-être que aussi Meta s'y prête bien parce que justement, je vais parler d'un produit super innovant et je vais du coup donner envie aux personnes de l'acheter. Mais en tout cas, ces personnes-là n'auraient pas cherché parce qu'elles ne savent pas que ça existe potentiellement. Donc, Oui. il faut faire attention, il faut quand même se poser des questions en amont. Ce qui peut être intéressant en early stage, euh, je sais qu'on n'a pas forcément toujours des budgets, etc. Mais je pense que c'est hyper important, s'il y a des gens qui sont entrepreneurs ici, de pouvoir le provisionner dans son business plan. Euh, Rien que par exemple pour une phase de test. J'avais travaillé avec un e-commerce comme ça, où globalement, ils avaient une intuition que c'était tel produit qui allait fonctionner. Et donc, le meilleur moyen de le savoir, en fait, c'était ils avaient leur site web Shopify et on avait mis des photos, on avait tout simulé comme si c'était de la vente de vêtements. Et donc, globalement, les gens pouvaient aller jusqu'à mettre au panier et passer à l'achat, mais à l'achat, avant de payer, du coup, on avait un message qui était du type le produit n'est plus disponible. L'idée, derrière tout ça, c'était de pouvoir créer un test. C'est-à-dire, au lieu d'aller sur une idée que je trouve fabuleuse, mais que je n'ai pas testée sur le marché, bah, c'est de se réserver un budget cohérent sur une durée suffisamment aussi cohérente pour pouvoir analyser les résultats et pouvoir voir si, en fait, bah, l'intuition que j'avais, elle correspond vraiment à la demande du marché. Et donc, pour le coup, les résultats n'étaient pas positifs. Ils avaient cette forte intuition-là, mais en fait, le marché n'avait pas bien répondu. Ils n'avaient pas. Nous, ce qu'on avait suivi, c'était globalement la mise au panier et puis le passage à l'achat. Et finalement, il n'y avait pas cette volonté. Il y avait un intérêt, mais il n'y avait pas cette volonté de passer à l'achat. Donc voilà, donc ça sert pour ça et ça sert aussi quand on est déjà une entreprise qui est établie, soit pas à se diversifier, mais se diversifier dans les canaux d'acquisition et aussi croître et grossir sur sa part de marché. Ok, très clair. Du coup, tu as commencé un peu à y répondre, mais quels sont les différents types de campagnes publicitaires disponibles sur Google Ads et quand est-ce que je devrais utiliser chacune d'elles? Oui. Alors, donc du coup, je vous ai déjà parlé de la campagne Search, qui est la campagne généralement qu'on connaît tous, donc qui est la campagne de recherche. Donc, le filtre, ce sont les mots-clés que vous allez choisir et qui correspondent à la demande et à l'offre que vous allez soumettre en tant que publicité. Donc, ça, on est plutôt sur une logique généralement d'acquisition. On ne vient pas ici faire de la notoriété ou quoi que ce soit. Euh, Quid de je veux protéger mon nom de marque. Là, on est sur des campagnes de branding. Euh, donc, ça peut être pour protéger sa marque, ça peut être aussi par là même pour faire de l'acquisition. On a les campagnes. Pardon, excuse-moi. Non, non, je sais pas. Ok, pas de souci. On a les campagnes aussi display. Donc, les campagnes display, c'est ces fameuses bannières que vous allez voir quand vous vous promenez sur d'autres sites. Donc avant, c'était des campagnes qui n'étaient pas forcément hyper qualitatives. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on ne se focalise pas sur le contenu de la page où va apparaître la display, mais sur l'audience. Donc peu importe, on essaie de ne pas être sur des placements ou sur des sites qui ne seraient pas pertinents, en tout cas pas qualitatifs. Néanmoins, l'idée, en fait, c'est de suivre l'audience. Et donc, on va pouvoir lui montrer une image avec un texte, une description. Là, on est moins sur de l'intentionnalité, on est plus sur quelque chose qui s'apparente à ce qu'on pourrait faire sur du méta. D'accord? Ok. Sauf que on est sur deux canaux différents, potentiellement deux audiences différentes. OK? Donc ça fait sens, hein, c'est pas l'une contre l'autre. On a ensuite du YouTube où on va pouvoir se servir de ça pour faire de l'acquisition, donc via des vidéos, mais aussi très souvent on va l'utiliser pour de la notoriété et de la considération. D'accord. Pour la display, je reviens sur un aspect, mais très souvent, ce qui est hyper important, c'est de faire du retargeting. Et ça, très souvent, on le fait par le biais du display. Donc ça, c'est aussi un élément important à souligner. Ensuite, on a les fameuses campagnes shopping. Je ne vais pas aller trop dans le détail. Donc là, les shopping, on les voit hein, aussi quand on fait des recherches d'un produit spécifique, elles remontent directement. Donc là, celles-ci, elles sont
quand on est un e-commerçant, c'est les campagnes de prédilection. C'est vos campagnes qui devraient vous apporter le plus de retour sur investissement parce qu'elles sont méga intentionnistes. Avant même de cliquer, j'ai la photo, j'ai même potentiellement la taille de la chaussure, j'ai le prix, j'ai la couleur, etc. J'ai toutes les infos, donc avant même de cliquer, je suis en capacité de pouvoir faire déjà mon choix. Donc, quand je clique, globalement, de passer à l'achat. Donc, ça, c'est des campagnes qui sont hyper intentionnistes et qui sont faites pour de l'acquisition. Juste un petit bémol, je ne sais pas, probablement que vous avez entendu parler des campagnes Performance Max. Aujourd'hui, les shopping, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais les shopping intelligentes sont inclus dans les Performance Max, mais il est possible de faire des shopping standards via le cursus normal d'une shopping. Ça me fait la transition sur la Performance Max. Donc, c'est une campagne qui existe maintenant depuis un bout de temps, qui commence à de plus en plus montrer des résultats. Elle a fait pas mal de bruit parce que globalement, il faut s'imaginer que tout ce que je viens de vous évoquer, bah, en fait, la Performance Max le fait. D'accord. En une seule campagne, en Ok. fait, elle fait un mix. Ouais. C'est quoi en fait la performance max, du coup? Donc, pardon, j'ai pas entendu, excuse-moi. C'est quoi exactement, du coup, cette fameuse performance max? Bah, en fait, l'idée, c'est que vous lui soumettez des images, vous soumettez des textes, des descriptions, des vidéos. Et en fait, elle va faire son melting pot et elle va décider de manière arbitraire, enfin, sur la base toujours hein, évidemment de l'algorithme. Mais en tout cas, nous, on est aveugle, on n'a aucune idée sur quoi il va venir dépenser. Et donc, lui, il va venir dépenser sur ce qu'il pense le plus opportun en fonction de l'audience, en fonction des performances, etc. Donc, c'est un peu une espèce de boîte noire. Ok. Et en tant qu'expert, nous, on a été un peu chamboulés, on n'était pas forcément contents. Je ne sais pas s'il n'y a pas un petit bug. Non, non, c'est bon. Vous m'entendez? Ok, c'est ma caméra qui a bugué. Donc, en tant qu'expert, on n'a pas été hyper content. Néanmoins, il faut qu'on fasse avec ce qui est probablement le futur des ads, c'est-à-dire plus laisser la main plus à l'algorithme et à l'intelligence artificielle, pardon. Donc voilà, donc c'est globalement un peu l'objet de ces campagnes. Je dirais que c'est beaucoup plus pour de l'acquisition, prioritairement pour les commerçants. Maintenant, il y a des cas qui sont testés en lead qui fonctionnent aussi bien. Ok, ok, trop bien. Et justement, on parle d'algorithme. Souvent, on se dit, enfin, quand on connaît pas trop, qu'il faut des mots-clés hyper adaptés, qu'il faut hyper bien les sélectionner. Euh, Surtout pour le search, je pense. Comment est-ce que tu sélectionnes ces fameux mots-clés pour que l'algorithme les utilise du mieux possible? Oui. Alors, je peux faire une petite démo, mais globalement, juste pour faire une petite intro là-dessus. Donc, ça, c'est fondamental de bien sélectionner ces mots-clés. Il y a plusieurs moyens de le faire. Vous avez accès à des super outils comme SEMrush. Vous pouvez aller faire vos recherches là-dessus. Mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas accès à ces outils-là. Et donc, du coup, il y a un outil à l'intérieur de Google Ads qui vous permet de faire vos recherches de mots-clés. Ok. Donc, je vais vous montrer rapidement. C'est hyper pertinent pour avoir une idée aussi des coûts potentiellement. Donc, je vais faire une petite partage d'écran pour pouvoir vous montrer ça. Et donc, sur l'outil de Google Ads directement, du coup? Exactement. Ok, trop bien. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Parfait. Ok, donc j'ai créé un compte bidon juste pour faire la simulation. Euh, Juste pour info, donc vous pouvez accéder à cet outil dans Google Ads. Vous n'avez pas besoin de mettre la carte de crédit ou quoi que ce soit. Pour info, quand vous allez créer un compte, je vous le dis pour ceux qui n'en ont pas, on va vous demander de créer une campagne, etc. Cherchez le mode expert. Dès le début, vous allez voir activer le mode expert et vous créez le compte sans créer de campagne. Il y a aussi un petit truc qui est écrit en bleu tout en petit. Et donc voilà. Parce que très souvent, on me dit que bah non, on ne peut pas accéder, il faut que je crée une campagne. Non, il y a des petits textes écrits en tout petit qui vous permettent d'éviter ça. Et donc, globalement, vous arrivez là-dessus. Ici, je vais aller dans outils et paramètres, il y a plein d'infos, donc je ne vais pas vous perdre là-dedans. Mais tout à gauche, on va avoir donc, tous les outils de planification. Et on trouve ici l'outil de planification des mots-clés. Ici, on va aller dessus. On va aller sur trouver de nouveaux mots-clés.
Et ici, vous avez deux manières de faire. Soit vous avez des mots-clés précis, ok, soit et ou, je dirais même, vous pouvez commencer avec un site web. Moi, j'aime bien faire les deux. Ici, quand je fais commencer avec un site web, vous pouvez prendre votre site. Pourquoi pas si votre site a déjà pas mal de contenu, ok. Moi, là où je m'en sers, c'est par exemple pour des concurrents. Je vais prendre les sites de mes concurrents et je vais regarder un peu les mots-clés qui ressortent. Attention, on va pas avoir la liste des mots-clés sur lesquels eux, ils se positionnent. Ça n'a rien à voir. Et puis, très souvent, ça peut être pas pertinent parce qu'on peut se retrouver avec basiquement leur nom de marque, ok. Mais parfois, on peut trouver des choses intéressantes. Donc, on peut faire comme ça. Moi, généralement, je commence par là parce que c'est pas là où je vais trouver le plus d'opportunités. Et ensuite, je vais venir ici, donc, taper les mots-clés. Donc, je vais faire une démo rapide. Hop, et disons qu'on est en France. OK. Donc, ici, je vais pouvoir, par exemple, bijoux en or. OK, bijoux en or avec diamant. D'accord, donc je vais venir taper globalement ce que j'ai en tête. Bijoux hypoallergéniques, etc. Donc, on n'est pas obligé de créer une liste extensive parce que globalement, il va nous donner des idées. Donc là, je mets mes mots-clés et je vais faire obtenir des résultats. Ici, globalement, donc, il nous donne, sur la base des mots-clés qui sont fournis, il va nous donner donc, les datas qui correspondent. Et ensuite, on a tout un tas d'idées de mots-clés. Okay. Ici, globalement, ce qui va nous intéresser, donc, c'est le volume. Okay. Éventuellement, la concurrence et pourquoi pas les coûts par clic. Coûts par clic, ça peut vous donner aussi une idée de à quoi vous attendre, même si tout ne se fait pas sur le prisme du coût par clic, mais ça vous donne aussi une idée de la concurrence. Plus je vais avoir sur certains mots-clés, des mots-clés qui peuvent aller jusqu'à 6-7 euros, plus je me dis que c'est concurrentiel et je vais me poser la question de est-ce qu'il n'y a pas un mot-clé qui est similaire ou je ne vais pas plutôt me focaliser sur d'autres mots-clés qui ont aussi un volume intéressant, mais qui sont un peu moins chers. Donc, il faut à peu près évaluer ça. L'idée ici, donc, c'est que vous pouvez construire un plan. Donc, c'est super. Marie, est-ce Oui, que je vois dans les questions du chat, alors on a deux questions, donc je te coupe. La première, c'est non, Yoann qui demande si on peut créer un compte gratuitement. tout Euh, à fait. La petite manip dont je parlais au début, c'est ça. C'est que tu vas sur Google Ads, tu mets créer un compte. Il va vouloir que tu crées une campagne. Tout en dessous, tu vois activer le mode expert. Tu cliques sur activer le mode expert. Il va de nouveau vouloir que tu crées une campagne et en dessous, en bleu, à chaque fois, c'est un tout petit texte en bleu, c'est écrit créer le compte sans créer de campagne, globalement. Tu cliques dessus et tu arrives sur l'interface du début que j'ai montré. Donc, il n'y a vraiment pas besoin, s'il faut mettre la carte, il y a un problème, vous n'êtes pas sur le... Il y a un loupé, ok, mais il n'y a pas besoin, c'est gratuit. ok, trop bien. Et est-ce que tu peux détailler un petit peu la partie coût par clic? Oui. Alors, est-ce qu'il y a une question précise, peut-être? Est-ce Non. que... Peut-être revenir un petit peu dessus sinon. Ouais, pas de souci. Alors, le coût par clic, donc c'est globalement quand on va cliquer sur l'annonce, combien ça va me coûter. Ok. C'est important. On ne veut pas payer trop cher parce que, imaginons, mon clic me coûte 2 euros, sachant que c'est un clic. Ce n'est pas une action qui est terminée, ce n'est pas la vente qui est finalisée. D'accord. Donc, si mon clic me coûte 2 euros et que j'ai un budget de 15 euros par jour, c'est problématique. Donc, je vais peut-être vouloir aller sur des clics qui sont un peu moins chers. Ou en tout cas, pas forcément au niveau de la sélection des mots-clés, mais au niveau des stratégies d'enchères, je vais peut-être pouvoir dire, bon, bah, je veux participer aux enchères, mais attention que pour des clics qui seraient inférieurs à, je dis une bêtise, 50 centimes. OK. Attention, c'est compliqué de pouvoir expliquer ça sans aller trop dans les détails, mais on peut après se retrouver à ne pas assez imprimer, ne pas être assez concurrentiel parce qu'on est sur on est sur des clics qui sont très peu chers. Et donc, du coup, on n'est pas forcément dans la réalité du marché. Ok. Et D'accord. tu Donc, on disais a qu'on une peut petite part du enchérir gâteau. dessus. On peut renchérir Pardon, sur excuse-moi. on peut enchérir sur des mots-clés. Alors oui, il y a plusieurs stratégies d'enchères. Il y a une qui est la traditionnelle, qui est le coût par clic, qui n'est pas forcément aujourd'hui ce qui serait à conseiller, sauf cas particulier. Mais j'irais trop dans le détail si je venais à aller là-dedans. Globalement, on n'est plus sur des stratégies d'enchères intelligentes où on va plutôt être sur des logiques de tu m'apportes le plus de conversion. Conversion à savoir votre objectif.
Si mon objectif, c'est la vente, je veux le plus de ventes possible. Si mon objectif, c'est un lead formulaire, le remplissage, c'est je veux le plus de remplissage possible. Donc c'est plutôt sous ce prisme-là. Ou alors sur le prisme de je veux le plus de retour sur investissement. Parce que je suis un e-commerce, parce que mes valeurs, ma valeur, donc mes revenus sont, comment dire, je vais un peu trop dans le détail, mais globalement, en fait, dans Google Ads, on est en capacité de faire remonter les ventes que vous faites, mais aussi les revenus. Et donc, du coup, on est en capacité ensuite, l'outil est en capacité de pouvoir calculer le retour sur investissement et ensuite de Ok. savoir, je vais proposer mes publicités à ceux qui vont m'apporter le plus de retour sur investissement. Donc, pour la faire brève, on va plutôt être sur des logiques intelligentes et pas sur des logiques de coût par clic. Mais il y a des cas de figure où on est obligé de revenir à ça. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il faut donner le coût par clic son importance, qui est, on ne veut pas que ça nous coûte trop cher, mais on ne va pas tout mettre sous le prisme du coût par clic parce que j'ai un coût par clic à 20 centimes, ok, mais ça ne signifie pas que je vais avoir un coût d'acquisition Oui, pas oui, oui. cher. S'il n'est pas qualitatif, c'est pas pertinent. Donc voilà, donc c'est une interprétation globale qu'il va falloir avoir. Jouer un Je peu ne sais pas si j'ai été très sur claire. les deux tableaux, quoi. Oui. Et donc ça, c'est... Donc, ok. Donc cette partie mots-clés, tu sélectionnes ensuite bah, laquelle des deux stratégies tu veux avoir. Alors, les stratégies ici n'ont rien à voir, d'accord? C'est plutôt au moment de la création de la campagne Ok. qu'on va parler stratégie. Donc, malheureusement, on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais globalement, là, sur la partie juste peut-être du début de quels sont les mots-clés sur lesquels je vais pouvoir me positionner, bah là, déjà, c'est un super outil qui vous permet d'évaluer. Comment j'évalue les mots-clés que je prends? Imaginons, j'ai bijoux seulement, par exemple. D'accord. Et puis là, j'ai un volume énorme, ce qui est logique. D'accord. On est beaucoup plus large. Je suis pas sûre de vouloir l'avoir dans ma campagne si moi, par exemple, je fais que des bijoux en or. Parce qu'évidemment, je vais avoir des personnes qui cherchent des bijoux en argent, des bijoux avec des perles, etc. Et donc, résultat des comptes, je vais payer pour des clics qui ne seraient pas pertinents. Donc, il faut faire attention, il faut trouver le bon ratio entre je veux du volume, mais je ne veux pas attirer tout et n'importe qui. Et comment tu arrives à faire cette distinction à peu près? Sur quoi est-ce que tu essayes de te baser pour que ce soit le plus juste? Enfin, c'est peut-être un peu compliqué, mais... Non, bah, c'est vraiment la connaissance de votre produit et du service. C'est vraiment se dire, est-ce que si je tape ça, est-ce que j'ai vraiment l'intention d'acheter un bijou en or? Là, a priori, oui. Par contre, si je vais sur bracelet quartier femme, alors déjà, je ne conseille pas trop d'aller sur des noms de marques. Euh, c'est pas une bonne c'est pas une bonne pratique, c'est pas illégal, mais c'est pas super éthique et vous risquez en plus d'avoir le retour de foudre, donc pas conseillé. Euh, mais voilà, par exemple, bah, moi, si je fais pas des choses qui sont similaires, ça sert à rien que j'aille là-dessus. Bijouterie au champ. Si moi, mes bijoux, ils sont entre, je sais pas, 150 et 300 euros, bah, quelqu'un qui va chercher Histoire d'Or ou Auchan, c'est des personnes qui vont chercher à Ouais. un prix beaucoup moins élevé. Donc, même si l'idée, c'est effectivement de ne pas viser des noms de marques, mais voilà, si je ne fais pas de pendentif, aucun intérêt de mettre un pendentif. Si je n'ai pas d'émeraude, je ne vais pas le prendre. Pourtant, il y a un volume intéressant, mais ce n'est pas pertinent. D'accord. Donc, c'est vraiment ça. C'est une bonne connaissance du produit ou du service pour être en mesure de pouvoir sélectionner ces mots-clés. Ok. De ça, vous allez pouvoir décider si vous faites une campagne, si votre campagne elle est segmentée en plusieurs groupes parce que vous avez plusieurs produits ou services, ou si vous avez plusieurs campagnes aussi. Donc, vous allez pouvoir. Est-ce que tu aurais un exemple de campagne, peut-être pour que ce soit un peu plus clair quand tu dis ça, que tu as Alors, pu... je peux pas vous montrer de compte malheureusement, mais imaginons là si je reprends les bijoux, d'accord. Ça va dépendre de votre budget, ok. Vous pourriez très bien avoir un budget qui est restreint et donc du coup, je me dis je vais faire une campagne. Je vends des bagues, je vends des colliers et des bracelets, ok. Et donc je peux me dire que je vais faire une campagne bijoux et à l'intérieur j'ai donc on peut segmenter par groupe d'annonces. J'ai 3 groupes d'annonces. Et donc, du coup, j'en ai un qui est bracelet, un pendentif et un boucle d'oreille, par exemple. OK. À l'intérieur, moi, ma recommandation, c'est 10-15 mots-clés, pas plus. D'accord. Pourquoi? Parce que votre budget, Ok. imaginons que vous avez 20 euros
il doit descendre, il doit se répartir ensuite en 3 pour les 3 groupes d'annonces. Et ensuite, il doit se répartir sur les différents mots-clés. Autant dire que globalement, il ne va pas aller sur tous les mots-clés. Okay, et donc, du coup, ça ne sert à rien de dépenser tout ce, de dépenser toute cette énergie à avoir plus de mots-clés, alors qu'en fait, vous allez voir, hein, l'algorithme d'ailleurs ne choisit que quelques mots-clés, généralement 4 sur cette liste de 10 ou 15. Il dit qu'il fonctionne bien et puis il va rester là-dessus. D'accord? Donc globalement, ça serait une possibilité, ou alors j'ai du budget et là je me dis que je vais faire une campagne bracelet, une campagne boucle d'oreille et une campagne pendentif, par exemple. Il y a plusieurs manières de faire en fonction du budget. Ah oui, c'est soit dans une campagne, tu as 3 segments, soit tu fais 3 campagnes différentes. Exactement. En fonction de si le Il y budget. a Oui, il y a encore plein de manières différentes. Là, par exemple, si je suis sur de la vente, je vais plutôt vouloir être sur, par exemple, aussi une campagne shopping. Donc là, c'est une autre logique. Ce n'est pas une logique de mots-clés. Ok, ok, très clair. Et du coup, comment est-ce que tu alloues le budget? Tu disais un peu tout à l'heure, plutôt en mettre un peu partout que beaucoup dans un des mots-clés. Comment... Enfin voilà, si on parle budget, quelqu'un qui commence, tu lui dirais de mettre combien au minimum vs quelqu'un qui est déjà bien installé et qui a un peu plus de budget. Voilà, enfin, c'est une question quand même hyper importante. Donc, Oui. Je vais juste arrêter de partager l'écran si c'est bon pour vous. Hop. Donc, du coup, au niveau du budget, alors difficile à dire, d'accord, parce que ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de ma localisation. En gros, est-ce que je vise toute la France? Est-ce que je vise une localité? Ok. Ça va dépendre aussi de la stratégie que j'ai en tête. Ça va dépendre de l'enveloppe budgétaire. Ok. Et voilà, donc il y a tout un tas de choses. Globalement, moi, une reco que je fais généralement pour des clients qui commencent, ça serait potentiellement 20 euros sur une campagne pour la France, pour commencer à faire des tests. Okay, l'idée, c'est d'avoir un budget pas trop bas, suffisamment raisonnable, pour que je sois en capacité de pouvoir analyser les résultats assez rapidement. Si je suis à 5 euros par jour, au bout d'un mois, je n'ai pas assez de données pour pouvoir analyser les résultats. Donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, OK, au bout d'un mois, normalement, avec un budget de 20 euros par jour, je suis en capacité sur une campagne search, sur une campagne shopping éventuellement aussi, de pouvoir avoir des premiers résultats. Donc c'est 20 euros par jour. Donc ça reste, et je le sais bien pour certaines entreprises, un budget conséquent, mais c'est un budget vraiment à planifier en amont, à budgétiser pour s'assurer qu'on est en capacité de le faire. Inférieur à ça, je dirais que ça sert presque à rien. Et finalement, c'est de la perte. Et quelqu'un qui a perdu 400 euros, voilà, moi je vois beaucoup de budget. À mon échelle, c'est pas grand-chose, mais pour un entrepreneur, c'est beaucoup. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Il y a aussi un autre point, hein, c'est qu'en fonction du marché et donc de la concurrence de votre marché, il va falloir aussi avoir peut-être des budgets beaucoup plus conséquents. Donc, c'est ces facteurs-là. Je dirais que pour une campagne display, par contre, donc les fameuses campagnes d'image bannières, ça, moi, généralement, je conseille de commencer avec un budget de 5 euros par jour. Donc là, on est sur quelque chose de plus restreint. Attention juste, on est sur de la display, donc on n'est pas sur de l'intentionniste. Donc on ne peut pas s'attendre à avoir les mêmes résultats. Les comportements, d'ailleurs, sont différents. ok. Il y a plein de campagnes, de recherches super différentes, mais c'est trop intéressant. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu nous parles beaucoup de test and learn. Est-ce que tu pourrais nous repartager peut-être un exemple que tu as rencontré au cours de tes différents échanges et de ta carrière, où tu as accompagné un client, ou voilà, un peu la campagne, comment vous l'avez planifiée, comment vous avez décidé de son budget, et Ah, comment alors, vous avez pas testé tant sur et itéré. Ok, alors c'est pas tant sur le budget parce que généralement le budget il y a des contraintes. Oui. Donc moi la manière dont je travaille c'est que je vais regarder les données parce qu'il y a toujours aussi cette logique de et c'est faux d'ailleurs je tiens à le dire de je mets plein de budget et puis du coup je vais être en premier sur les résultats en première page. C'est complètement faux. Il y a plein de facteurs. Donc le budget c'est pas tout. L'idée c'est sur la partie budget c'est de bien regarder les datas
pour être en capacité de dire, OK, il est temps de pouvoir augmenter le budget, parce que là, en fait, on stagne, d'accord? On a X% de part de marché. Si on veut pouvoir appréhender 10% de plus, 15% de plus, il va falloir augmenter le budget. Donc, il y a des cas particuliers, mais voilà, la campagne, elle fonctionne bien. On ne va pas venir augmenter pour se dire, dans un mode un peu désespéré, ça ne fonctionne pas. Du coup, je vais mettre du budget parce que ça va mieux fonctionner. D'ailleurs, on évite de faire ce genre de choses, hein, aujourd'hui, je touche tel bouton, demain, je touche un autre. On essaie d'éviter de faire un milliard de changements. On essaie de prendre un budget cohérent dès le début et on va le garder au moins pendant un mois. 3 semaines, un mois. Mais on évite de faire des changements sur la campagne, sinon on n'est plus en capacité d'interpréter, de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et tous les dérèglements, ça cause des dérèglements brutaux, ça cause des conséquences sur l'algo de Google. Donc, il faut éviter ça. Et comment ça, c'est... Pardon, vas-y, continue. Non, je t'en prie, vas-y. Non, c'était un peu plus sur l'algo, mais peut-être fini ce que tu es en train de dire. Je réponds juste du coup à ta partie sur le test. Du coup, en gros, les tests, donc, on a notre campagne qui est mise en place, on la laisse tourner un petit peu, voir un peu ce que ça donne. Évidemment, il ne faut pas s'attendre, et ça encore, c'est quelque chose qui est, je dirais, une misconception, je ne trouve pas le mot, désolée, de se dire, j'ai mis ma campagne en place, ça tourne, ça fonctionne. Complètement faux. Ça peut donner des résultats intéressants dès le début et c'est encourageant. Néanmoins, en fait, à partir de là, commence la phase d'optimisation. Et donc, l'idée, c'est d'à chaque fois faire mieux, faire mieux. Et c'est vraiment cette logique-là, hein, de growth mindset où, en fait, je ne vais jamais arriver à un moment où ça y est, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'en plus, on est sur, et peut-être que je ne l'ai pas bien mentionné au début, mais on est sur un système d'enchères. Donc, du coup, on est en concurrence en temps réel avec les autres. Donc, en fait, même si aujourd'hui, à telle heure, à tel endroit, je suis premier, la seconde qui suit, je ne suis pas premier potentiellement, pour plein de motifs différents. Donc, c'est assez rude. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire des tests en permanence. Donc les tests, ça peut être, je vais faire un test sur, par exemple, une display. Je vais faire un test entre 2 images, 2 formats. Alors il faut que ce soit vraiment distinctif. Peut-être qu'il y en a un, ça va être, je vais voir si ça fonctionne quand c'est une image en mode illustration et l'autre si c'est une image en mode photographie, par exemple. Ça peut être un test. Un autre test, très souvent, moi, les tests que je fais très, très souvent, c'est des tests de stratégie d'enchère. En fait, l'idée, très souvent, en tant qu'entrepreneur, c'est de se dire, OK, bon, là, j'ai un coût d'acquisition, imaginons, de 70, mais mon objectif, c'est plutôt de tendre à 30, par exemple. Il faut savoir que ce n'est pas une baguette magique, on n'est pas en capacité de changer le marché et de pouvoir dire, tu vas avoir 30, on n'est pas en capacité de faire ça. Sur Google Ads, le marché est en moyenne de 40 euros le coût d'acquisition, d'accord, on va avoir du mal à descendre en dessous. Ou alors, on accepte de prendre une part de marché plus petite. Donc, il y a toutes ces logiques-là. Mais dans tous les cas, on a plein de tests et très souvent de stratégies d'enchères pour nous permettre de pouvoir faire baisser ce coût d'acquisition. Et donc, j'ai travaillé avec quelqu'un avec qui on a fait baisser, je pense qu'on a dû diviser par 3 le coût d'acquisition. Et aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Les résultats sont extrêmement stables. Donc, globalement, cette personne-là, elle faisait appel à de la vente, des plateformes de vente de leads qui vendaient les leads entre 20 et 30 euros. Et aujourd'hui, en fait, on a été en capacité de générer des leads qui sont entre 6 et 8 euros. Et puis, donc c'est super intéressant et surtout, il a été en capacité de pouvoir dire, je vais pouvoir avoir une part plus grosse parce qu'en fait, j'ai des résultats qui sont stables. Donc vraiment, il a arrêté complètement l'achat de leads et lui, il est en capacité même de penser parfois à revendre des leads parce qu'il en a suffisamment. Ok, oui. Donc plutôt pas mal, quoi. Et on parlait de l'algorithme de Google. Du coup, quand tu disais de tester, par exemple, l'image, c'est qu'en fait, l'algorithme, il fonctionne aussi bien sur le budget que sur les mots-clés, que sur l'image. Enfin, c'est assez large, c'est ça? Tout à fait. Alors, l'image a un impact, la qualité de l'image, mais elle a un impact, en fait, surtout sur ce KPI qui s'appelle le CTR. Donc, le click-through rate, qui est globalement le ratio entre les clics et les impressions. Et donc, c'est un peu l'attractivité de son annonce. Donc, c'est en ça que ça va avoir un impact. En gros, il y a plusieurs facteurs, d'accord? Le budget est un des facteurs, mais pas que.
on Ok. a ce qu'on appelle le score de qualité. Et donc, dans ce score de qualité, qui est une note qui est donnée par Google, donc de 0 à 10, ici, on va retrouver donc, le CTR, cette fameuse attractivité. Donc, c'est de l'image, mais aussi du texte. Est-ce que le texte me donne envie de cliquer? OK. La landing. Est-ce que la landing est suffisamment pertinente? En gros, il va regarder si les mots-clés que toi tu vises, qui sont dans ton annonce, est-ce qu'on les retrouve bien sur ta landing? En gros, il veut savoir s'il y a une vraie cohérence, si tu es la personne la plus pertinente ou pas pour répondre à cette requête. Si tu ne l'es pas, il va la donner à quelqu'un d'autre, cette enchère. Donc, il a besoin de savoir ça. Il a besoin aussi de savoir qu'il y a une bonne expérience utilisateur sur ta page, parce que s'il se rend compte que le taux de rebond n'est pas bon, c'est aussi un aspect négatif pour lui. Donc, il va prendre toutes ces considérations-là. Et puis, il y a aussi l'annonce. Comment elle est rédigée? Il y a cette notion d'attractivité. Est-ce qu'il y a bien les mots-clés? Donc, ça, je dirais, c'est les éléments principaux. Et après, on a encore un autre score qui est le score d'optimisation du compte, que je dirais qu'il est un peu moins important, même si, globalement, il établit si on a une bonne hygiène de compte. Est-ce qu'on travaille suffisamment sur le compte? Est-ce qu'on l'optimise assez? D'accord? Et donc ça, je pense que c'est aussi super important de garder un œil dessus. Ok, très clair. Merci Marine. Et une fois que cette campagne a tourné, comment est-ce qu'on peut mesurer les résultats? Comment est-ce que voilà, tu analyses enfin, après? Oui. Du coup, donc ça c'est un point essentiel, hein. Donc si vous voulez lancer de l'ADS sur Google, mais peu importe la plateforme, il faut d'abord passer par ce qu'on appelle du tracking. Donc je ne vais pas me lancer à l'aveugle parce que sinon je ne serai pas en mesure de savoir ce que j'ai dépensé, est-ce que ça a vraiment eu des effets. Est-ce que j'ai besoin de savoir si le mot-clé que j'ai choisi est exactement celui-ci, est-ce que c'est lui qui a permis d'avoir une vente, par exemple. Donc, c'est toutes ces choses-là qui vont être hyper importantes à mesurer. Donc, le premier point, c'est faire le tracking et donc la remontée de données. Donc, il va falloir que vous fassiez une liste de, premièrement, quels sont mes objectifs. Donc, si par exemple, je suis un e-commerce, je vais vouloir évidemment suivre la transaction. Pourquoi pas les différentes étapes, l'ajout du moyen de paiement. On peut suivre différentes choses. Si c'est un remplissage de formulaire, bah, du coup, je vais vouloir suivre peut-être si c'est une thank you page, ou alors un clic sur le bouton de validation du formulaire. Donc ça, il faut que vous l'ayez bien en tête pour vous dire que je fais de la publicité pour ça. D'accord? Et donc, c'est ça que je vais donner comme objectif pour moi en tant qu'annonceur, comme résultat que je souhaite obtenir, mais aussi pour l'algorithme. L'algorithme, il a besoin de savoir où il va. Quand je parle de stratégie d'enchère, de je veux le plus de conversion possible, si on ne lui dit pas quelle est la conversion qui est importante pour nous, lui, il va faire tout et n'importe quoi. D'accord? Donc, on a besoin de lui donner une direction. Le tracking, globalement, vous pouvez le faire de différentes façons. Soit vous pouvez vous servir de vos événements, de vos conversions sur Google Analytics 4 et vous pouvez les importer directement dans la plateforme Google Ads. Vous pouvez aussi les créer en native sur Google Ads. OK. Moi, ma recommandation, c'est plutôt de le faire en natif sur Google Ads. Pourquoi? Parce que vous avez une meilleure remontée des données. Et je dirais, la meilleure manière de le faire, il y a encore autre chose qui s'appelle le server-side tracking, pardon. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le sujet, mais je vous laisse vous renseigner. Globalement, il permet d'avoir encore plus de données parce qu'il passe, par exemple, outre les adblockers et il permet aussi une meilleure sécurité des données. Donc, à l'ère de la RGPD, je pense que c'est des choses qui sont hyper importantes et c'est un peu le futur. Juste pour aussi donner un état des lieux, les cookies devraient, si Google suit son plan, disparaître fin d'année 2023. Et donc, du coup, ça va être de plus en plus difficile de suivre. Donc, c'est impératif de suivre, mais c'est impératif aussi de savoir quelle méthode on va employer pour suivre ces données. Donc voilà, donc je vous recommande de vous pencher sur le server-side tracking. Dans tous les cas, il y a deux méthodes, hein. Soit on va faire le tracking par le biais de l'insertion de code, soit via la plateforme de Google Tag Manager. Je vous conseille Google Tag Manager. Pourquoi? Parce que le code, vous venez alourdir votre site. Je vais mettre un code pour Meta, je vais mettre un code pour Google Ads, pour Analytics, etc. Je vais venir alourdir mon site et la vitesse de chargement, ce qui a un impact sur votre référencement payant naturel.
Google Tag Manager, je mets juste le tag de Tag Manager et ensuite, donc, je suis en capacité de pouvoir faire mon tracking dessus. Mais j'ai qu'un code sur mon site. Ok, très clair. Et il y a Gauthier qui demande est-ce qu'il y a des références à avoir en tête sur le click-through rate, je ne sais pas si je le prononce bien, pour savoir si la campagne est efficace? Oui. Alors, sur Internet, il y a toujours des sites comme ça. Tu tapes CTR moyen, tu vas trouver, il y a toujours des sites avec des référentiels par secteur. Donc, je te conseille de regarder ça pour avoir une idée. Et il y a aussi une différence, hein. Tu ne peux pas t'attendre à avoir le même CTR pour une campagne search que pour une campagne display, par exemple. Display, tu en auras beaucoup moins. L'objectif, c'est pas tant ça. La display, très souvent, la conversion il n'y a pas vraiment de clic. C'est je vois la publicité, je l'ai en tête, je vais ouvrir potentiellement une autre page. Hmm. Mais là, je suis en train de faire autre chose, je suis sur un autre site, donc je n'ai pas envie forcément de cliquer là-dessus. Mais je vais aller ensuite ouvrir une table, je vais faire ma recherche en manuel et je vais faire la conversion. C'est ce qu'on appelle les conversions indirectes. Donc, ça ne se mesure pas de la même manière. Et du coup, le CTR va être beaucoup plus faible parce qu'il y a beaucoup moins de clics. Mais voilà pour le référentiel. Et après, ton idée, c'est effectivement d'à chaque fois améliorer. Tu as ton référentiel, puis après te dire, bah, j'améliore parce que bah, c'est un signe positif pour Google, pour l'algorithme. Ok. Il reste une petite dizaine de minutes. S'il y a d'autres questions, on les prend aussi. Est-ce que tu aurais des outils à nous conseiller, peut-être soit pour analyser, soit pour les tendances du marché? Enfin, je sais pas, toi, quel outil tu utilises dans ta morning routine? Alors, j'utilise pas forcément d'outils particuliers. Je pense que le planificateur de mots-clés, c'est indispensable. Et j'utilise ça encore actuellement. Évidemment, après, quand on a la capacité d'avoir des outils payants, c'est encore mieux. Euh, Non, après, moi, ce que je fais, c'est que je suis beaucoup de personnes sur LinkedIn, des confrères que je trouve hyper pertinents, qui ont toujours des réflexions intéressantes, qui partagent leurs tests. Donc, je pense que c'est important. Je pense que sur Google Ads, pour moi, c'est une des plateformes les plus complexes. Ouais, elles sont Ça plus bouge. elles-mêmes, quoi. Ouais, ouais. Oui, il y a beaucoup de choses et c'est pour ça que c'est compliqué parce Mhm. que tout s'entremêle et c'est pas facile de pouvoir avoir une seule réponse. C'est une plateforme qui bouge beaucoup, ça change très souvent, donc il faut être très souvent à jour et puis du coup leur algorithme change. Donc en fait, il faut jamais, encore une fois, on essaie d'être les meilleurs experts, mais en fait, pour être le bon expert, il faut aussi aller avec les changements et donc du coup ne rien affirmer et continuer à faire des tests parce que ce qui était valable hier, ma stratégie, elle fonctionnait hyper bien, mais il y a eu un changement d'algo ou tout simplement ce client-là fonctionne différemment, bah, c'est pas forcément la même chose. Donc je pense que oui, ça c'est super important. Ok. Donc pas d'outils en particulier, rester à l'affût Ouais. de ce que font nos confrères, des actus digitales pour pas louper des changements super importants. Euh, je pense que l'échange entre confrères, c'est hyper important. Euh, que ce soit entre freelance ou peu importe, à mon sens, il y a pas de compétition. Je pense que c'est hyper intéressant de pouvoir compter sur les autres, pouvoir discuter, de réfléchir à des stratégies, de pouvoir faire des tests. Encore une fois, ce qui fonctionne pour un client ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Donc on ne perd rien à échanger, au contraire, on y gagne. Mm. Ok. Ok, donc beaucoup d'échanges, suivre les autres, rester en veille, continuer à se former. Ok. Et est-ce que, pour rester un peu sur les Google Ads, tu aurais vraiment des pratiques hyper bien à faire pour conclure et vraiment les pratiques à éviter, absolument. Peut-être quand on commence aussi son business, ou quand on est déjà installé. Oui, je dirais que une chose que j'ai pas évoquée parce que c'est pas un type de campagne que je dirais professionnelle, mais faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui pensent créer des campagnes dans la plateforme qui s'appellent des campagnes express et ce sont des campagnes qui sont absolument pas mesurables, d'accord? Donc c'est pas du tout des campagnes, c'est des campagnes simplifiées. L'idée, hein, c'est comme pour certaines campagnes hein, sur Meta, c'est de pouvoir permettre à n'importe qui de pouvoir créer de la publicité. Euh, Sauf que les résultats sont pas là et que surtout on est à l'aveugle. On n'a pas la possibilité d'optimiser ce type de campagne. Donc surtout faire bien attention à ne pas faire ce type de campagne.
Je l'ai dit tout à l'heure, mais commencer à mettre de l'argent sur de la publicité sans tracking, c'est un énorme faux pas. D'accord. Donc, bien réfléchir à cet aspect-là. Et s'il faut attendre pour lancer de la pub, on attend, mais on s'assure que le tracking est bien fait et qu'il fonctionne. Je dirais le fait de lancer des campagnes, et ça, je le vois surtout et à toutes les strates, c'est-à-dire côté client, mais aussi parfois côté, malheureusement, agence, pas de travail régulier d'optimisation. Le travail, en fait, l'essentiel, il n'est pas du tout sur le lancement de la campagne. Évidemment, quelque chose de bien réfléchi, quelque chose de bien structuré, c'est essentiel. Maintenant, le travail, il se fait sur l'optimisation. Et l'optimisation, elle se fait de manière régulière. Et donc ça, c'est probablement quelque chose que je vois malheureusement trop souvent. Mais Juste concrètement, pour c'est citer, réadapté en fait, c'est comment est-ce que bah, tu... il y a plein de manières différentes. Hein. L'optimisation, c'est pas forcément à chaque fois bouger des choses, mais c'est à minima déjà garder une trace, analyser tout ce qu'on fait et les résultats. Euh, une des optimisations qui est basique, courante et qui pourtant, sur toutes les strates que j'évoquais, n'est pas forcément faite, c'est quand vous faites une campagne de recherche, donc vous visez des mots-clés. Mais évidemment, les personnes ne vont pas forcément écrire littéralement les mêmes mots-clés. D'accord. Ils vont écrire des mots-clés qui sont plus ou moins larges en contexte avec le mot-clé que vous avez demandé. Euh, Évidemment, du coup, parfois ça tombe à côté de la plaque. Et ces mots-clés-là, si on ne les nettoie pas, c'est-à-dire que si on ne demande pas à Google de les supprimer, enfin si on ne les supprime pas nous-mêmes, hein, globalement, si on ne fait pas ce nettoyage-là, lui pense que vous pouvez cibler, par exemple, ce cas de bijoux. Euh, Même si je ne vise pas le mot-clé bijouterie au champ, il est fort probable que si quelqu'un tape bijoux en or au champ, d'accord, j'apparaisse. Moi, si ma gamme de produits elle est bien plus élevée en termes de prix, j'ai pas intérêt à ce que quelqu'un qui tape ça voit ma publicité parce que je sais qu'elle n'aura pas forcément le budget pour pouvoir acheter mes bijoux. Ouais, c'est pas Donc, qualifié. du coup, voilà, exactement. Et donc, il faut absolument que je le supprime, sinon Google, il a le sentiment de OK, j'ai bien fait mon travail. Du coup, bah, je vais continuer à te donner les mêmes typologies de mots-clés. Et ça, c'est une erreur surtout essentielle à ne pas faire au début de la création d'un compte parce que lui, il a zéro data. Donc lui, il ne sait pas du tout si ce qu'il fait est bien ou pas. Dans le temps, on a moins besoin de faire ce nettoyage quand on lance des campagnes parce qu'il a une base assez solide et Hmm. il comprend ce que fait l'entreprise. Ok. Donc ça, je dirais ne pas lier son compte Analytics à Google Ads parce que pareil, ça permet de pouvoir ramener des données et donc plus on a des données, plus on est en mesure de bien qualifier et d'avoir des meilleures performances. Et le dernier point, je dirais, c'est de ne pas avoir du tout de connaissances Google Ads. Je vois trop souvent le cas, et je comprends, hein, parce que chacun son métier. On donne affaire à un freelance, à une agence, et on ne s'intéresse pas à ce qui est vraiment Google Ads. Hmm. Et c'est pas bon parce que c'est votre argent, c'est l'argent de l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou pour votre entreprise. C'est pas bon parce qu'il y a des mauvaises pratiques parfois et parce que du coup, il y a parfois des mauvais comportements de l'autre côté, parce qu'ils savent que vous n'allez pas regarder, ils savent que vous vous y intéressez pas. Donc, je pense que c'est hyper important. Je ne vous dis pas de faire une formation complète sur Google Ads et d'être un spécialiste parce que vous avez probablement d'autres choses à faire et pas forcément le temps pour, mais d'avoir quand même une connaissance pour pouvoir challenger les personnes avec qui vous bossez. Je pense que c'est hyper important aussi parce que, un autre point, mais moi je le vois quand j'ai des clients qui ne sont pas réactifs, c'est compliqué. Moi, je fais bien mon travail parce que j'ai l'input de mon client, à savoir, j'ai lancé telle campagne, est-ce que, ok, moi je vois que j'ai X leads, est-ce que réellement ça a produit X leads de son côté? J'ai besoin Hmm. de savoir. Oui. Peut-être qu'il va me dire qu'ils ne sont pas qualifiés. Il a bien eu ce nombre-là de leads, mais ils ne sont pas qualifiés. Donc, il y a vraiment prendre parti. Et ça, c'est un truc qui est malheureusement qui manque beaucoup. Donc, je pense que ça c'est l'erreur des deux côtés. Pour la performance du compte au global, c'est pas pertinent. Ok, ok, trop bien. Trop chouette. Bah, franchement, merci beaucoup, Marine, pour cet échange. J'espère que vous en avez appris plus sur les Google Ads. Voilà, que l'état d'esprit est un peu plus large, que Marine a su répondre à certaines de vos questions, des interrogations avec lesquelles vous êtes venus pour cette heure qu'on a passée ensemble. Voilà, un grand merci, Marine. Peut-être un petit mot de la fin. Tu as envie de nous partager une dernière chose sur les Google Ads. Mais merci beaucoup, en tout cas. Mais avec grand plaisir. Si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Euh,
juste pour rappeler d'où je viens, j'ai tout appris sur le terrain, donc il y a rien que vous ne puissiez pas non plus vous apprendre. Et très contente du coup d'être une ancienne alumni et de pouvoir partager ça avec vous. Trop bien. Eh bien, merci à tous. Merci Marine. Bon appétit. Cet échange sera sur YouTube, donc vous pourrez le retrouver si jamais il y a des mots où c'est passé un peu vite dans les idées que Marine nous a dit. Comme ça, vous pourrez tout reprendre tranquillement. Et on a les 2 heures de formation qui